euh, voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à notre conférence d'aujourd'hui, la conférence CRUGM Midi. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous de recevoir le professeur Sébastien Grenier. Le docteur Grenier est professeur sous-octroit agrégé aux facultés des arts et des sciences et département de psychologie de l'Université de Montréal. Il est également psychologue clinicien, chercheur boursier au CRUGM et directeur de laboratoire d'études sur l'anxiété et la dépression gériatrique, LEADER. Dr Grenier a récemment été nommé responsable du réseau thématique santé mentale du réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Ainsi, depuis 2014, il a obtenu 11 subventions comme chercheur principal, dont une sur la peur de tomber, une sur le sévrage de benzodiazépines et une autre sur le traitement à distance de troubles de l'anxiété généralisée chez les aînés. Ces études portent sur les effets bénéfiques de la thérapie cognitivo-comportementale dans le traitement de l'anxiété gériatrique et de différents troubles associés, dont la dépression, les troubles cognitifs et la peur de chuter. Aujourd'hui, le professeur Grenier parlera de travaux récents sur la thérapie cognitivo-comportementale. Sébastien, docteur Grenier, la parole est à vous. Merci pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que oui, tout va bien. Donc, je vais débuter la présentation sans plus tarder. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour vous présenter des données sur l'anxiété chez les personnes âgées. Donc, l'anxiété chez les aînés, mieux comprendre pour mieux intervenir. Donc, voici le plan de la conférence de ce midi. Je vais tout d'abord présenter les particularités cliniques de l'anxiété gériatrique. Moi, en plus d'être chercheur au CRUGM, professeur au département de la psychologie de l'Université de Montréal, je suis également psychologue clinicien. Donc, je fais du bureau privé avec des personnes âgées qui souffrent d'anxiété, de dépression, de troubles associés. Donc, j'ai de l'expérience autant en recherche qu'en clinique. Je vais également vous présenter les traitements existants très rapidement et les objectifs du nouveau programme Visage. Je vais en parler plus en détail tantôt. Donc, tout d'abord, j'aime bien commencer mes conférences en différenciant deux concepts importants, le stress et l'anxiété. C'est quoi le stress? Le stress, c'est des réactions physiologiques de l'organisme face à un danger ou une menace pour la survie. Donc, si vous vous promenez en forêt, vous voyez un ours surgir devant vous, donc votre système va sécréter une réponse, va sécréter des hormones, notamment le cortisol, pour vous aider à faire face au danger. C'est la réponse de fuite ou de combat, le fight or flight en anglais. Donc, c'est là pour nous aider à faire face à des dangers, à des menaces pour la survie, le stress. Donc, le stress, c'est bien d'être stressé finalement pour rester en vie, mais il ne faut pas non plus être trop stressé, comme on va voir tantôt, parce que le stress chronique peut augmenter les risques d'avoir des troubles de santé mentale, comme par exemple l'anxiété. Donc, la personne vit un stress lorsque le danger est réel. Je vois un ours, je suis stressé et la réponse de stress va m'aider à faire danger pour être là ou grossit un danger qui est présent. Donc, l'ours n'est pas là, mais j'imagine que l'ours pourrait être présent. Donc, et là, mon organisme sécrète des hormones, comme le cortisol, pour m'aider à faire face à un danger qui n'est pas là. Donc, c'est la peur d'avoir peur. J'imagine que là, ce n'est pas là. Autrement dit, les personnes anxieuses vivent constamment dans l'anticipation d'un danger imminent, et leur système réagit comme si le danger était réellement présent. Donc ici, je vais vous présenter brièvement, en fait, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui des différents troubles anxieux selon le DSM, là, les diagnostics de troubles d'anxiété, parce qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas le but de la conférence. Mais c'est important de savoir qu'il y a 3 catégories de symptômes anxieux. Il y a les symptômes physiques, les symptômes cognitifs et émotionnels, c'est la colonne du centre, et les symptômes comportementaux. Donc, vous voyez à votre gauche les symptômes physiques, il y a beaucoup de tension musculaire chez les personnes anxieuses. Il peut y avoir des palpitations cardiaques, souffle court, des problèmes digestifs, de l'insomnie, des maux de tête, des douleurs chroniques. Au niveau des symptômes cognitifs et émotionnels, il y a beaucoup d'inquiétudes excessives. Je vais en parler tantôt plus en détail. Il peut y avoir des inquiétudes, c'est-à-dire excessives, des pertes de concentration, augmentation des oublis, beaucoup d'irritabilité, de l'agressivité.
etc. Et au niveau des symptômes comportementaux, les personnes anxieuses vont habituellement éviter les situations qui provoquent de l'anxiété. Donc, si moi, j'ai peur d'avoir peur quand je sors à l'extérieur de chez moi, je vais éviter de sortir. J'ai peur, je ne sais pas, de chuter ou j'ai peur qu'il m'arrive une catastrophe, je vais éviter de sortir de chez moi. Donc, ça, c'est typique chez les personnes anxieuses. Il peut y avoir des difficultés relationnelles, beaucoup d'isolement social, des difficultés à planifier les journées. Il peut y avoir également beaucoup d'agitation, d'agressivité. Je l'ai déjà dit tantôt, je le répète. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être présents chez les personnes âgées anxieuses. Ces symptômes-là ne diffèrent pas beaucoup des symptômes présents chez les adultes plus jeunes, mais le défi avec les personnes âgées anxieuses, c'est que souvent, c'est difficile pour le médecin ou le psychologue de départager est-ce que c'est vraiment des symptômes d'anxiété ou c'est des symptômes qui sont reliés à une maladie cardiaque, une maladie neurodégénérative ou d'autres types de maladies qui apparaissent en vieillissant. Donc ça, c'est un des principaux défis. Je vais en parler plus en détail tantôt. Donc, pourquoi étudier l'anxiété? Ça fait des années, depuis 2014 à peu près, que notre laboratoire étudie l'anxiété chez les personnes âgées. Une des premières raisons, c'est prévalent, c'est fréquent, l'anxiété chez les 65 ans et plus. Donc, ici, vous avez des données qui proviennent, en fait, c'est des taux de prévalence avérés entre 6 et 8 selon les études épidémiologiques. Nous, on a fait une étude début autour des années 2003-2005, ça fait déjà une quinzaine d'années, où on a interviewé 2784 personnes âgées vivant à domicile un peu partout au Québec. Ça s'appelle l'étude ESA, l'étude sur la santé des aînés. Donc, c'était des infirmières de recherche qui se déplaçaient à domicile. On a trouvé qu'environ 7 des aînés québécois présentaient un trouble d'anxiété, un trouble panique, un trouble phobique. Mais selon les études internationales, ça varie entre 6 et 8 Concernant maintenant, ça, je m'intéresse beaucoup depuis quelques années à l'anxiété sous-clinique. Ça, c'est la présence de symptômes d'anxiété qui sont là, qui peuvent être dérangeants, qui peuvent être handicapants, mais qui sont en nombre insuffisant pour avoir un diagnostic de trouble d'anxiété formel. Donc, la personne peut avoir quelques-uns des symptômes que j'ai énumérés tantôt, mais il n'y a pas vraiment tous les symptômes pour avoir un diagnostic précis, par exemple, de trouble d'anxiété généralisée. Donc, il y a à peu près une personne âgée sur 4 qui présenterait au Québec, du moins, c'est très similaire un peu partout dans le monde, qui présenterait de l'anxiété sous-clinique. Et anxiété sous-clinique ne veut pas dire que c'est de l'anxiété négligeable. Donc, ça peut être de l'anxiété qui peut perturber le fonctionnement quotidien. Donc, les plus fréquents au niveau des troubles d'anxiété, ça, c'est une autre étude que nous avons publiée en 2019, c'est les phobies spécifiques. PS, ça veut dire phobie spécifique, le trouble de stress post-traumatique et le trouble d'anxiété généralisée. Donc, ça, c'est les troubles anxieux les plus fréquents chez les personnes âgées. Les prévalences sont comparables ou inférieures aux adultes plus jeunes, sauf pour deux types d'anxiété, deux types de symptômes d'anxiété, les inquiétudes, la peur de tomber. Donc, j'aime bien présenter ce graphique-là. Ça, ce n'est pas une de mes études. Hein. C'est publié par le docteur Eric Lenz en 2011. Donc, vous voyez que ça varie hein, selon les tranches d'âge, la présence d'anxiété. Mais j'attire votre attention sur deux courbes. La courbe rouge, qui est la courbe des inquiétudes. Donc, on voit que ça diminue de l'enfance à l'âge adulte pour augmenter ensuite chez les personnes plus âgées. Et même chose, mais la peur de tomber, c'est quand même assez évident. Je vais en parler plus en détail tantôt. Donc, la peur de tomber, c'est une peur qui est spécifique aux personnes âgées. Là. Donc, il y a très peu d'adultes plus jeunes qui ont cette peur-là, mais c'est quelque chose qui peut se développer en vieillissant. Donc, deuxième raison, la première raison, c'est prévalence, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. La deuxième raison, c'est préoccupant l'anxiété chez les aînés. Ici, vous avez un schéma qui illustre tout simplement que la présence d'anxiété chronique peut accélérer le vieillissement cellulaire. Donc, on sait depuis de nombreuses années que la présence de stress et d'anxiété accélère le raccourcissement des télomères. Donc, les télomères, ça, c'est l'horloge biologique dans nos cellules. Et plus que les télomères raccourcissent rapidement, plus que la personne vieillit rapidement. Donc, autrement dit, une personne qui est beaucoup anxieuse va vieillir au niveau cellulaire plus rapidement qu'une personne qui est moins anxieuse, en contrôlant pour la dépression, en contrôlant pour plusieurs autres facteurs. Et ce qui fait en sorte que si la personne vieillit plus rapidement, est exposée plus jeune au risque de développer des maladies associées au vieillissement. En d'autres mots, une personne anxieuse qui a été anxieuse pendant 40 ans de sa vie ou 50 ans de sa vie
risquent de vieillir plus rapidement et risquent de développer plus jeunes des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, des maladies cardiovasculaires, si l'anxiété n'est pas traitée adéquatement. Donc, rassurez-vous, c'est un processus qui est en partie réversible, c'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en place des interventions qui pourraient vous aider à traiter l'anxiété. Il y a également plusieurs conséquences qui sont alarmantes associées à l'anxiété. Donc, la présence d'anxiété chronique peut aggraver des conditions médicales préexistantes ou concomitantes. Ça peut également augmenter la consommation de psychotropes, notamment les benzodiazépines, les antidépresseurs, j'en parlais plus tantôt. Ça peut diminuer la qualité de vie et ça augmente les risques de décès prématurés selon certaines études. Donc, vous voyez que l'anxiété, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et là, je vous rappelle qu'un trouble d'anxiété, l'anxiété chronique, ce n'est pas la même chose que du stress. Le stress, c'est normal d'en vivre, surtout depuis le début de la pandémie, on est en période de stress intense. C'est là pour nous aider à rester en vie. L'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc, la personne grossit un danger qui n'est pas vraiment présent. Et c'est la présence d'anxiété. Donc, c'est contre-productif d'une certaine façon. Ce n'est pas quelque chose qui est aidant. Au contraire, ça augmente les risques de développer plusieurs maladies. Donc, j'ai tout juste de le mentionner. Troisième raison, c'est sous-traiter l'anxiété gériatrique. En fait, il y a un problème. Je disais tantôt que les médecins et les psychologues ont de la difficulté à différencier la présence de symptômes d'anxiété, de symptômes dépressifs également, de maladies physiques. Donc, un manque de formation de ce côté-là, formation du personnel. Et les thérapies psychologiques pour traiter l'anxiété chez les aînés, il y a un manque d'accessibilité présentement. Il y a peu de psychologues disponibles qui sont spécialisés en vieillissement. Donc, traiter via une thérapie cognitivo-comportementale l'anxiété chez une personne de 90 ans, ce n'est pas la même chose que traiter avec une même thérapie l'anxiété chez une personne de 40-45 ans. On doit adapter les stratégies thérapeutiques en conséquence. Il y a différentes façons de travailler. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est super important de bien adapter notre intervention. Et malheureusement, présentement, il n'y a pas beaucoup de gens formés. Donc, c'est un peu le défi que je me suis lancé et le défi de notre laboratoire de former plus de gens sur le terrain pour qu'ils puissent détecter plus rapidement de l'anxiété gériatrique et que les gens puissent intervenir plus rapidement de façon efficace. Donc maintenant, je vais parler rapidement des particularités de l'anxiété gériatrique. Tout d'abord, l'anxiété chez les personnes très âgées apparaît rarement seule. Souvent, cette anxiété-là, comme je disais tantôt, est camouflée par d'autres maladies ou d'autres maladies physiques, des maladies cardiaques. Des fois, c'est des maladies neurodégénératives. Donc, un début la personne commence à perdre la mémoire, mais là, on n'est pas trop, il y a de l'anxiété un peu, mais on accorde plus d'importance aux pertes de mémoire qu'à la présence d'anxiété pour différentes raisons. Donc, ça peut être camouflé de cette façon-là. Et l'anxiété se présente parfois différemment. Je vais entrer dans les détails là, pour vous expliquer ce que je veux dire par là. Donc, l'anxiété apparaît rarement seule. Je viens toujours de le dire. Ici, vous voyez, il y a de l'anxiété un peu partout chez les personnes âgées. Donc, il y a de l'anxiété dans les premiers stades de la maladie de Parkinson. C'est souvent associé à la dépression, l'anxiété. D'ailleurs, une façon de différencier la présence d'anxiété ou de dépression chez les personnes plus âgées, c'est qu'une personne âgée anxieuse, comme je disais tantôt, va anticiper des dangers, des catastrophes qui sont sur le point de survenir, tandis qu'une personne âgée déprimée va vivre dans le passé en se disant, par exemple, qu'elle était mieux autrefois, que ça ne va pas super bien. Donc, il y a un gros découragement qui accompagne une dépression chez une personne âgée. Une perte de motivation. Il peut y avoir également de la tristesse, des pleurs, beaucoup de ruminations dépressives. La personne se tape sur la tête. J'étais capable autrefois, je suis incapable présentement. C'est une façon de différencier les deux. Autrement dit, l'anxiété est orientée vers le futur, tandis que la dépression est orientée surtout vers le passé. Donc, il y a de l'anxiété également au niveau de la maladie, la mPOX, ça veut dire la maladie pulmonaire obstructive chronique, des problèmes respiratoires chez les aînés. Beaucoup d'anxiété dans les troubles du sommeil, dans les maladies cardiovasculaires, le syndrome post-chute, donc la peur de tomber que je vais présenter brièvement tantôt, et les problèmes de mémoire, notamment la maladie d'Alzheimer. Donc, si je continue, justement, quelques statistiques au niveau de la maladie d'Alzheimer et le trouble cognitif léger. Selon les études, de 50 à 60 des gens, des personnes âgées avec un trouble cognitif léger ou une maladie d'Alzheimer
présenterait de l'anxiété variant en intensité. Donc, vous voyez, c'est plus d'une personne sur deux, beaucoup d'anxiété, surtout en début de maladie, lorsque la personne se pose des questions, donc, qu'est-ce que je suis en train de vivre, je ne me souviens plus de choses. Donc, au début de la maladie d'Alzheimer, les premiers stades de la maladie, les gens sont conscients du diagnostic, hein. Ils réfléchissent à tout ça, puis c'est très, très, très paniquant, avec raison. Donc, il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété qui en vont. Surtout au début. Puis également, c'est important de ne pas oublier les proches aidants. Donc, les personnes qui accompagnent ces gens-là vivent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété également. Concernant la dépression, c'est très fortement relié à l'anxiété. Une personne âgée sur trois anxieuse présenterait également des symptômes dépressifs ou une dépression majeure. Donc, c'est quand même souvent relié. Peut-être un peu plus relié que chez les adultes plus jeunes, selon des données scientifiques. Donc, beaucoup plus de comorbidité, anxiété, dépression chez les plus âgés versus les plus jeunes. En recherche, le gros problème, puis il y a plusieurs chercheurs qui m'écoutent aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est le problème de l'œuf ou de la poule. On ne sait pas trop qu'est-ce qui précède quoi. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est la présence d'anxiété qui fait en sorte, durant une vie entière, qui fait en sorte que la personne augmente les risques de développer toutes ces maladies-là? Ou c'est la présence de ces maladies-là qui finissent par se développer, qui augmentent l'apparition, les risques d'apparition d'anxiété? Je vous dirais que c'est un peu des deux. Donc, une personne qui est anxieuse durant toute sa vie, et je parle d'anxiété intense, des troubles paniques, troubles obsessionnels compulsifs, des troubles d'anxiété généralisée, augmente les risques, ça augmente les risques de développer ces maladies-là. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive de maladies, je vous ai présenté rapidement les maladies les plus importantes et les plus fréquemment associées à l'anxiété. Donc, à retenir, l'anxiété n'apparaît pas ça, c'est une des particularités chez les personnes très âgées. Et ça se présente parfois différemment. Deuxième particularité, donc les inquiétudes chez les aînés, en fait, c'est les thèmes d'inquiétude qui vont varier chez les plus âgés. Et je vous dis ça parce que il y a beaucoup de questionnaires qui sont construits pour évaluer l'anxiété généralisée, qui évaluent les inquiétudes, mais qui ne tiennent pas compte de la présence d'inquiétudes différentes chez les aînés. Le DSM, c'est la même chose. Dans les exemples d'inquiétudes, c'est des exemples d'inquiétudes d'adultes plus jeunes. Donc, quelqu'un qui suit à la lettre le DSM, ça, c'est le manuel utilisé par les psychologues, les psychiatres pour diagnostiquer un problème de santé mentale. Donc, on passe à côté d'une réalité parce que ça ne tient pas compte de la réalité des personnes âgées. Donc, si vous avez plusieurs inquiétudes qu'on rencontre souvent chez les aînés, il y a des inquiétudes qui ne sont pas nécessairement excessives. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des inquiétudes qu'on souffre automatiquement d'un trouble d'anxiété généralisé. Mais si l'inquiétude est là, c'est difficile à chasser. Si ça provoque de la détresse chez la personne âgée, ça l'empêche de fonctionner. Là, on peut supposer qu'il y a la présence d'un trouble d'anxiété plus sévère. Donc, le petit hamster, c'est juste pour illustrer que c'est comme ça que les personnes anxieuses vont décrire leur anxiété. Hein. La rumination anxieuse, tu penses constamment aux mêmes choses. Il y a un petit hamster qui court dans ta tête. Donc, c'est souvent de cette façon-là que les personnes anxieuses vont me décrire leur façon de vivre de l'anxiété. Donc, la peur de tomber, de se blesser, je l'ai mis en rouge. Il y a une raison pour ça, c'est que je vais vous en parler plus en détail. Peur de tomber, ça touche beaucoup d'aînés. Hein? Selon les statistiques, c'est jusqu'à 60% des personnes âgées vivant à domicile, 80% des patients hospitalisés dans les cliniques de chute. Beaucoup de facteurs de risque associés à la peur de tomber. Donc, facteur de risque, c'est un facteur qui augmente les risques d'apparition de ce problème-là. Donc, être une femme, être plus âgée, être déjà tombée, avoir des troubles de vision, présenter des déficits cognitifs, consommer des benzodiazépines ou des psychotropes et souffrir d'anxiété et de dépression. Donc, si la personne présente ces facteurs-là, est plus à risque de développer, est plus à risque de chuter d'ailleurs, puis de développer également une peur de tomber. Peur de tomber, ce n'est pas toujours un problème. Il y a des personnes âgées qui ont des peurs, une peur de tomber que moi j'appelle adaptative. Donc, si la personne âgée a vraiment des problèmes d'équilibre, puis qu'elle doit utiliser sa canne pour se déplacer, puis elle a peur de chuter, mais heureusement qu'elle a peur de chuter parce que c'est ça qui l'empêche probablement de réellement tomber. Moi, je m'intéresse particulièrement aux peurs de tomber phobiques. Donc, ils peuvent s'inscrire comme. Donc, ça ressemble pas à une phobie spécifique ou ça peut s'inscrire dans le trouble d'anxiété généralisée. Donc, c'est des personnes âgées qui sont relativement en bonne santé, qui n'ont pas vraiment de facteurs de risque évidents, mais qui ont toujours une peur de tomber. Donc, ça les empêche de sortir. Et malheureusement, une personne âgée qui a peur de tomber, qui réduit ses déplacements, ses muscles vont finir par s'affaiblir. Il y a un genre on appelle ça un déconditionnement moteur qui s'opère.
et la personne augmente ses risques de réellement tomber. Donc, autrement dit, une personne âgée qui n'est jamais tombée, mais qui a peur de tomber de façon injustifiée, augmente ses risques de réellement tomber et de se blesser. D'où l'importance de traiter la peur de tomber. Donc, là, on peut se poser la question, oui, c'est un peu du négatif depuis tantôt, là, le vieillissement. Oui, c'est stressant, ça peut être parfois stressant. Là, c'est le principe de l'élastique. Là, j'ai oublié mon élastique aujourd'hui. Vous allez être capable d'imaginer ça, j'imagine. Donc, à chaque fois que la personne vieillissante, et ça, c'est vrai pour les adultes plus jeunes également, mais vous allez comprendre tantôt que j'utilise des exemples pour les personnes vieillissantes. À chaque fois qu'une personne vieillissante vit un changement important dans sa vie ou une perte, ça génère du stress. Son élastique s'étire. Donc, chacun d'entre vous, vous avez votre élastique personnel. Et votre élastique, c'est votre capacité d'adaptation au changement de la vie quotidienne. Donc, il y a des personnes très âgées que j'ai déjà rencontrées qui ont un élastique qui s'étire jusqu'à le même matin. Donc, la personne peut vivre beaucoup de changements sans que son élastique éclate. Donc, elle est capable de s'adapter à beaucoup de changements. Disons que depuis le début de la pandémie, notre élastique est vraiment mis à l'épreuve parce qu'il s'est beaucoup étiré chez la plupart des gens. Et un élastique qui éclate, c'est le début d'anxiété-dépression. Donc, c'est un peu mon travail de psychologue, d'aider les personnes âgées à mieux s'adapter à leur environnement, aux pertes et aux changements qui sont incontournables en vieillissant. Donc, on parle du vieillissement primaire. Le vieillissement primaire, c'est le vieillissement normal, en guillemets. Donc, tous les gens vont passer par là, mais ça nécessite de l'adaptation. Donc, première perte, il y a des pertes sensorielles, donc des pertes de vision, d'audition qui font partie du vieillissement normal. À chaque fois donc ça commence très tôt et on doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, j'ai déjà eu en thérapie des personnes âgées qui étaient en train de perdre la vue. Donc, il y avait des problèmes, par exemple, la dégénérescence maculaire, qui n'est pas du vieillissement normal, du vieillissement primaire, mais pas du vieillissement secondaire. Mais la personne, elle sait qu'elle est en train de perdre la vue. Donc, elle doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Ce n'est pas évident à gérer au niveau du stress. Son élastique s'étire, autrement dit, et peut finir par éclater. Il y a des pertes de mémoire également qui sont associées au vieillissement normal, surtout la mémoire épisodique. Ça, c'est la mémoire dans l'espace et le temps, la mémoire personnelle. Donc, je rentre chez moi, je mets mes clés quelque part, je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés. C'est la mémoire épisodique. Donc, ce genre d'oubli-là, c'est des oublis qui sont normaux en vieillissant jusqu'à un certain point. Il faut faire attention parce que les pertes de mémoire épisodique, c'est également un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, dès les premiers stades, va affecter la mémoire épisodique. Donc, si ces pertes de mémoire-là sont de plus en plus fréquentes et vous inquiètent, c'est important d'aller consulter un professionnel. Il y a des pertes de mobilité. Donc, dans notre étude ESA, l'étude sur la santé des aînés que j'ai présentée brièvement tantôt, il y a 25 de notre échantillon, les 2798 personnes âgées qui avaient 5 maladies et plus, des maladies physiques chroniques, qui peuvent être associées à une perte de mobilité. Donc, présence d'une nouvelle maladie en vieillissant égale mon élastique s'étire, je dois m'adapter à cette nouvelle situation-là. Les pertes humaines, ça c'est une loi de la nature, plus qu'on vit âgé, plus qu'on va perdre des gens dans notre entourage. Donc, dans notre échantillon ESA, il y avait une personne sur 3 qui était aveugle. C'est surtout les femmes qui vont perdre leur mari avant parce que l'espérance de vie des hommes est légèrement inférieure à celle des femmes. On doit s'adapter à ces changements-là. Et la dernière catégorie de changements super importants, c'est les changements sociaux, les transitions de vie. Donc, ce n'est pas nécessairement juste du négatif, mais un déménagement, la naissance d'un petit enfant, l'apparition d'une nouvelle maladie, ça c'est un peu plus négatif. La pandémie, c'est un exemple. Donc, tout ça amène la personne vieillissante à s'adapter. Donc, on est forcé à s'adapter à cette nouvelle réalité-là, ce qui fait en sorte que notre élastique s'étire et que notre élastique peut finir par éclater. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien compris le principe de l'élastique. Donc, une façon de rendre votre élastique plus flexible, c'est de mettre en place un traitement pour l'anxiété, pour le stress, d'apprendre à mieux gérer votre stress, votre anxiété. Un des premiers traitements que j'aimerais aborder avec vous, c'est les médicaments. Donc, je ne suis pas médecin, là, mais je connais assez les médicaments pour vous en parler. Il y a les calmants, les benzodiazépines, donc Xanax, Xerax et compagnie. L'Ativan, c'est également une benzodiazépine, le Rivotril, le Valium.
Donc, c'est une des premières benzodiazépines qui est apparue dans les années 80. Les années 80, je me souviens bien. Donc, c'est des médicaments, des calmants, des anxiolytiques, appelez ça comme vous voulez, qui sont là pour vous calmer. Donc, action rapide, en quelques minutes, le médicament va vous calmer, va réduire votre niveau d'anxiété. Le Collège des médecins recommande une utilisation à court terme, maximum 3 mois. Donc, ce n'est pas des médicaments qu'on peut prendre à long terme. Je vous dis ça, mais il y a beaucoup d'aînés qui en prennent à long terme, malheureusement, parce qu'une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de dépendance physique et psychologique. Donc, c'est un médicament, parce que le médicament agit rapidement. Comme n'importe quelle drogue, une drogue qui agit rapidement va provoquer plus de dépendance physique. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont associés à l'usage inapproprié de benzodiazépines. Donc, comme je disais tantôt, la dépendance, l'accoutumance. L'accoutumance, ça veut dire que pour obtenir le même effet, je dois augmenter la dose que je consomme. Donc, ça, c'est pas rare de voir chez les personnes âgées, très âgées, là, 60, 85 ans et plus. Donc, ils vont prendre des doses très, très, très élevées de benzodiazépine. Donc, si moi, je prends cette dose-là, je peux presque mourir sur place parce que mon corps n'est pas habitué, mais la personne âgée, son corps s'est habitué au fil des années. Mais qui dit dose élevée, malheureusement, dit beaucoup d'effets secondaires indésirables. Donc, il peut y avoir des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, ça peut augmenter les risques d'anxiété, de dépression. Donc, ça, c'est des effets contradictoires. On prend le médicament pour réduire notre anxiété, mais si on le prend très longtemps, ça peut au contraire augmenter notre anxiété. Ça diminue la qualité de sommeil également, ça augmente les risques de chute. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, autrement dit, ce n'est pas le traitement à privilégier pour l'anxiété chez les personnes âgées. Et ce n'est pas juste moi qui dis ça, là, beaucoup de médecins, la majorité des médecins pensent ça également. Le problème, c'est que souvent, le médecin n'a pas d'autres solutions à offrir à la personne âgée, n'est pas formé en psychothérapie, n'a pas accès à des psychologues pour offrir une intervention adéquate. Donc, le médecin fait son possible et est là pour aider la personne âgée. Donc, souvent, la consultation se termine par une prescription de benzodiazépine à court terme. Ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais à défaut d'avoir d'autres choses, des fois, c'est ce que les médecins font, malheureusement. Également, les antidépresseurs. Donc, antidépresseurs, c'est pour la dépression, mais également pour l'anxiété. Donc, contrairement aux benzos, l'action est moins rapide. On doit les consommer pendant plusieurs semaines. À titre d'exemple, il y a l'Effexor, le Celexa, le Paxil, le Luvox. Donc, c'est la principale classe d'antidépresseurs. Les plus connus, c'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc, il agissent au niveau de la sérotonine. Est-ce que l'usage est moins risqué à long terme chez les aînés? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est peut-être mieux un peu que les benzodiazépines, mais ce n'est pas le traitement, tant qu'à moi, à privilégier pour traiter l'anxiété. Donc, les thérapies psychologiques. Donc, je prêchais pour ma paroisse, là, je suis psychologue, donc c'est sûr que je vais défendre les thérapies psychologiques, mais en même temps, c'est vrai que les thérapies psychologiques, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, est efficace pour traiter l'anxiété chez les personnes âgées. Donc, ça dure une dizaine de rencontres. C'est une approche qui est centrée sur le client, une approche collaborative, un travail d'équipe avec la personne âgée. Donc, moi, c'est mon modèle thérapeutique. Et c'est ce que nous avons testé dans mon laboratoire, dans notre laboratoire, des groupes de thérapie cognitivo-comportementale pour les personnes âgées. Je vais en parler tantôt. Donc, les principaux avantages des thérapies psychologiques, ça réduit les effets indésirables associés à la prise d'une benzo ou d'un antidépresseur. Ça réduit également les risques d'interaction médicamenteuse. Donc, on sait que les personnes âgées consomment beaucoup de médicaments. Donc, au lieu d'acheter une benzo ou un antidépresseur qui risque de compromettre l'efficacité des autres médicaments, on fait une psychothérapie. Donc, justement, les interventions qui sont issues de notre laboratoire, donc au fil des années, j'ai développé avec mon équipe beaucoup d'interventions, des manuels d'intervention, donc notamment pour aider les personnes âgées à avoir moins peur de tomber. Donc, j'ai obtenu une subvention CAREC. Ça, c'est une de mes premières études. On a fait des groupes de thérapie. On a fait également, suite à l'obtention d'une subvention IRSC, des groupes de thérapie pour aider les consommateurs âgés à arrêter leur benzodiazépine, leur somnifère. Donc, il y a des symptômes de sevrage, des fois, quand on arrête. En fait, souvent, lorsqu'on essaie d'arrêter, donc, il faut outiller ces gens-là pour qu'ils puissent arrêter plus facilement leurs médicaments.
On a fait également des groupes de thérapie avec des proches aidants, des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer en début de maladie pour les aider à réduire la détresse psychologique associée au choc du diagnostic. Donc, on est toujours d'apprendre qu'on a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, donc on était là pour les aider. On a également fait avec des fonds privés des interventions dans des résidences pour personnes âgées pour réduire le stress des aînés. On a également ça avec deux étudiantes au doctorat en psychologie. Donc, on a monté une intervention pour briser la solitude des aînés à l'aide d'activités intergénérationnelles. Notamment, c'était des activités d'apprentissage de tablettes numériques avec des adolescents. Donc, on a fait ça au fil des années. Et plus dernièrement, avec une subvention IRSC, c'est une étude multicentrique avec deux de mes collègues, là, Philippe Landreville de l'Université Laval et Patrick Gosselin de l'Université de Sherbrooke. On a obtenu une subvention pour tester un autotraitement de l'anxiété généralisée chez les aînés. Donc, un autotraitement à distance qui est offert par un accompagnateur ou une accompagnatrice qui téléphone une fois par semaine la personne âgée qui est de chez elle, qui peut suivre des modules de traitement pour travailler sur les inquiétudes accessibles. Donc, voilà pour les interventions. Et là, l'idée, c'est que tout ça est testé à laboratoire et c'est là que je veux en venir avec vous, c'est qu'on a eu l'idée dernièrement de mettre en place un nouveau programme, le programme Visage. Visage, ça veut dire Vivre sans anxiété pour les personnes âgées. C'est un acronyme avec un jeu de mots également, le Visage, vous avez compris le jeu de mots. Premier objectif du programme, et tout ça est en développement. Là, je vous parle de ça aujourd'hui, mais peut-être que ça va changer au fil des prochaines semaines. Donc, le premier objectif, c'est de fournir ainsi que concevoir pour et avec les partenaires. Je vais expliquer c'est quoi les partenaires tantôt. Œuvrant auprès d'une clientèle âgée, des outils de sensibilisation et d'intervention en santé mentale basés sur la science. Donc, tantôt, je disais qu'il y avait un problème d'accessibilité, de disponibilité. Et nous, ce qu'on veut faire avec le programme Visage, c'est un programme de transfert des connaissances. Donc, tout ce que nous avons fait au laboratoire, on le transfère sur le terrain pour permettre au plus grand nombre de personnes âgées d'avoir accès aux interventions de sensibilisation, aux outils de sensibilisation et d'intervention. Donc, les partenaires, il y a beaucoup de partenaires qui vont être impliqués dans ce projet-là. Les organismes communautaires. Donc, je collabore déjà avec les petits frères. Les petits frères sont intéressés par le programme Visage. Ils vont probablement faire partie du projet de pilote qui va démarrer en 2022. Les établissements du réseau de la santé, également, les résidences privées pour aînés, les recrutements des associations, les réseaux comme la FADA et les autres professionnels. Donc, l'idée, c'est de former le plus de gens possible, incluant les médecins, les psychologues, qui puissent détecter plus rapidement la présence d'anxiété et intervenir aux besoins. Maintenant, concernant les outils, donc c'est la deuxième partie à définir dans ce premier objectif-là, les outils, on a décidé de cibler 5 problématiques les plus souvent rapportées par les personnes âgées. Stress, anxiété, dépression, prévention du suicide, insomnie, peur phobique de tomber et dépendance aux psychotropes. Donc, c'est aussi mes expertises, mais également l'expertise de d'autres chercheurs au CEGM, d'autres chercheurs québécois qui vont être invités à devenir collaborateurs. Donc, le programme Visage se veut un programme pour mettre en place des collaborations de plusieurs chercheurs voulant le bien-être des personnes âgées, voulant mettre en place des outils pour aider les personnes âgées, les proches aidants sur le terrain. Donc, je parle de personnes âgées depuis tantôt, mais on n'a pas oublié aussi les proches aidants. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, qui est en lien avec le premier, c'est former, accompagner et outiller le personnel des différents partenaires afin qu'ils puissent détecter rapidement les aînés en détresse psychologique de manière à ce qu'ils puissent leur offrir du soutien adéquat et les référer, le cas échéant, vers des ressources d'aide psychologique disponibles dans leur région. Donc, le programme Visage, ce n'est pas seulement dans la région de Montréal, ça va être partout au Québec. On commence par le Québec et après ça, notre intention, c'est de s'étendre un peu partout au Canada et pourquoi pas dans le monde également. Donc, si on pense plus loin, là, on a des visées assez importantes, assez hautes. Donc, le personnel, donc on veut outiller le personnel. C'est quoi le personnel pour nous? C'est les non-professionnels, les bénévoles. Par exemple, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent chez les petits frères. Donc, comment mieux aider ces bénévoles-là à détecter la présence de détresse psychologique chez une personne âgée? On les appelle les grands amis qui accompagnent. Donc, on va les aider à faire ça. On va également aider les professionnels, les psychologues, les médecins, etc., les infirmières. Donc, tous les gens qui gravitent autour des personnes âgées à être outillés pour détecter la détresse.
On va également faire du coaching auprès des gestionnaires de résidences pour personnes âgées, donc gestionnaires des établissements de la santé. Donc, beaucoup de coaching également de ce côté-là pour mettre en place des interventions qui vont aider leur clientèle âgée, souffrant d'anxiété et de troubles associés. Les ressources d'aide psychologique vont être répertoriées par région administrative. Donc, le programme Visage, on va avoir une vitrine, c'est-à-dire un site web qui va répertorier toutes les ressources disponibles en santé mentale vieillissement par région administrative. Donc, les gens qui vont être formés, le personnel va avoir accès à ce bottin, c'est un genre de catalogue de bottin, qui va également, les ressources d'aide dans les régions vont inclure évidemment nos outils du programme Visage. Donc, il y a des outils de sensibilisation, donc on pense faire des capsules web pour sensibiliser les personnes âgées, les professionnels. Il va y avoir des ateliers qui vont être offerts sur 8-10 semaines aux personnes âgées au prochain an ayant des problèmes d'anxiété. Donc, il va y avoir beaucoup d'outils qui vont faire partie du programme Visage et c'est des outils qui vont être en co-création également avec les membres partenaires, les partenaires que j'ai énumérés tantôt. Et j'ai presque terminé la conférence, là, je vois que le temps passe. Troisième objectif et le dernier, j'allais dire le dernier et non le moindre, c'est créer une communauté de pratiques en santé mentale et vieillissement et faire rayonner l'expertise de ses membres. Donc, je le disais tantôt, l'idée, c'est de réseauter les gens au Québec. Donc, il y a beaucoup d'expertise. Moi, je travaille au centre de recherche de l'UGM sur Queen Mary. Au Jewish, juste à côté, il y a une équipe dirigée par un psychiatre, un gérontopsychiatre, qui font des interventions en dépression chez les aînés. Je ne le savais même pas. C'est juste à côté de moi. Je ne le savais pas parce que ça n'a jamais été réseauté. Donc, c'est ça, c'est un peu le but du programme Visage, c'est de permettre à tous ces gens-là de se connaître, de collaborer pour mettre en place de nouvelles pratiques sur le terrain pour aider les personnes âgées qui se sentent anxieuses, qui souffrent d'anxiété, de dépression, d'insomnie, de troubles associés, à mieux se sentir. Personnes âgées et les proches aidants, donc tous les gens qui gravitent autour de ces personnes âgées. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis évidemment disponible pour des questions, des commentaires. Vous pouvez également m'écrire. Vous avez l'adresse courriel de sébastien.grenier@montréal.ca. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Merci beaucoup, Dr. Grenier, pour cette magnifique présentation. Nous passons maintenant aux questions. Donc, veuillez lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire les questions dans le chat et je vais les lire. Donc, nous avons une première question. Oui, c'est moi. Donc, oui. Oui. Bonjour, Dr. Blaise, merci pour la présentation. J'ai une question à vous poser. Je suppose que quand on est anxieux, on dort moins bien. Est-ce que ce sommeil qui est moins de bonne qualité qui entraîne les troubles cognitifs, bien c'est quelque chose qui est indépendant de ce sommeil? Oui, écoutez, c'est une excellente question parce que les troubles cognitifs, là, il n'y a pas juste un facteur qui entraîne les troubles cognitifs, plusieurs facteurs. Tantôt, je nommais l'anxiété et le stress, mais également les problèmes de sommeil. Oui, il y a des études qui démontrent que la présence d'insomnie chronique augmente les risques de développer des troubles cognitifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'insomnie est aussi associée à l'anxiété et la dépression. Donc, vous voyez, anxiété, dépression, insomnie, tout ça, c'est associé. Puis tout ça mis ensemble peut augmenter la probabilité d'apparition d'avoir des maladies, des troubles cognitifs. Ça augmente les risques. Et ça, c'est important de savoir que ce n'est pas une relation de cause à effet. Ce n'est pas parce que je souffre d'anxiété que je vais automatiquement souffrir de troubles cognitifs. C'est des facteurs de risque. Donc, ça augmente les risques. Mais ce n'est pas nécessairement… donc, ça ne veut pas dire qu'on va développer. Un peu comme un fumeur. Les fumeurs, on sait que le cancer des poumons, le fait de fumer, c'est un facteur de risque. Mais il y a des fumeurs, vous en connaissez sûrement, qui n'ont jamais eu de cancer des poumons. Ce n'est pas parce qu'on fume qu'on développe un cancer des poumons. C'est la même chose avec l'anxiété. Ce n'est pas parce qu'on est anxieux qu'on va développer des maladies plus graves en vieillissant, mais ça augmente les risques. Okay. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci, c'est pas mal. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons encore une autre question. Le professeur Sergebert a demandé, est-ce qu'il y a des données sur l'efficacité au long terme de la thérapie cognitivo-comportementale sur le traitement de l'anxiété? Est-ce que la TCC, thérapie cognitivo-comportementale,
chez les aînés est plus efficace pour certains types de troubles anxieux que d'autres, par exemple les troubles phobiques? Oui, c'est une bonne question. Oui, il y a des données qui démontrent, là, je ne l'ai pas présenté tantôt, là. Il y a beaucoup de données, incluant les données de notre laboratoire, qui démontrent que c'est efficace. Oui, à long terme également. La seule différence avec les adultes plus jeunes, c'est que les grandeurs d'effet obtenues, donc là, je m'adresse surtout aux chercheurs, vous allez comprendre ce que je veux dire, sont plus basses pour les personnes âgées. Donc, oui, c'est efficace, mais ce n'est pas autant efficace que chez les adultes plus jeunes de la TCC. Et une des raisons, c'est que des fois, la thérapie cognitivo-comportementale n'est pas adaptée parfaitement aux particularités du vieillissement. C'est un peu l'objectif de notre laboratoire d'inventer une nouvelle TCC mieux adaptée pour améliorer leur efficacité. Ça, c'est la première partie de la question. Oui, il y a des études qui démontrent que c'est efficace à long terme. Et est-ce que c'est plus efficace pour certains troubles d'anxiété? C'est ça la deuxième partie de la question, je me souviens bien. Est-ce que c'est... Oui, donc... J'aurais tendance à répondre. Je vous dirais que 95% des études publiées, peut-être que j'exagère un peu, mais un gros pourcentage, en gros 75% des études publiées en TCC anxiété chez les aînés, c'est des traitements pour traiter l'anxiété généralisée et la peur de tomber. Donc, il y a très peu d'études pour d'autres types d'anxiété comme le trouble panique, le trouble obsessionnel compulsif. Et la raison est assez simple, c'est que le trouble d'anxiété généralisée, c'est un des troubles les plus fréquents chez les personnes âgées. Donc, les chercheurs se sont intéressés à des troubles plus fréquents, mais il y a moins d'études pour d'autres troubles d'anxiété. Comme le trouble de stress post-traumatique. Oui, il y a des études, mais beaucoup moins que le trouble d'anxiété généralisée ou certaines phobies spécifiques comme la peur de tomber. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Des questions? Oui, il y a encore une question de la part du professeur Ouémonché. Oui. Oui, bonjour Sébastien, merci pour cette conférence. Oui. Je me demandais, justement, je fais suite à ta réponse et à la question, c'est quel type de modification ou comment est-ce qu'on fait une thérapie cognitivo-comportementale chez les personnes âgées? Qu'est-ce qui doit être modifié? Enfin, qu'est-ce que tu préconises? C'est une bonne question. En fait, c'est comment on présente l'information aux personnes âgées. À la base, c'est les mêmes stratégies, comme par exemple, moi, je fais de la restitution cognitive, c'est-à-dire que j'amène la personne âgée à interpréter différemment les situations qu'elle vit. Mais c'est plus les tableaux que je vais utiliser qui vont être un peu différents, ma façon de l'expliquer. C'est difficile d'avoir des exemples. Je n'ai pas d'exemple concret présentement. Comment l'anxiété, aussi le thème anxiété, pour faire attention. Il y a aussi le choix du vocabulaire qui doit être différent parfois parce que des fois, il y a des personnes très âgées, qu'on parle d'anxiété, ils ne se reconnaissent pas. Donc, je ne suis pas une personne anxieuse, pas du tout. Mais on parle de nervosité. Puis là, oui, je suis une personne nerveuse, mais c'est la même chose. Des fois, c'est le choix du vocabulaire, des thèmes utilisés. On doit penser à ça. Et à l'extrême, ben, la peur de tomber, vu que c'est une peur de tomber, c'est une peur qui est plus présente chez les personnes âgées, c'est sûr que les traitements sont spécifiques au vieillissement. Il n'y a pas de traitement, à ma connaissance, sur la peur de tomber chez les plus jeunes. Donc, on doit adapter nos traitements en les adaptant, c'est-à-dire à des problématiques qui sont spécifiques au vieillissement. Et toujours penser qu'il y a peut-être des troubles cognitifs, peut-être des troubles comorbides. Par exemple, si je fais de l'expulsion dans le trouble panique avec agoraphobie, on fait de l'expulsion qu'on appelle interoceptive, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de vivre une attaque de panique, on l'expose à une attaque de panique simulée, des symptômes qui sont désagréables, pour que la personne puisse s'habituer à la présence de symptômes désagréables et surtout réaliser que ce n'est pas dangereux. Donc, si la personne âgée a des problèmes cardiaques, puis on augmente son rythme cardiaque, il faut faire attention. C'est des petites considérations cliniques. Donc, s'assurer avec le médecin qu'on peut faire ça sans mettre à risque la personne âgée. On ne veut pas que la personne âgée ait une attaque cardiaque dans notre bureau, évidemment. C'est le genre d'adaptation, mais de façon générale, ce n'est pas des grosses adaptations, surtout chez les jeunes âgés. 65, 74 ans, pour moi, c'est des jeunes âgés.
il n'y a pas beaucoup d'adaptation. C'est plus Non, mais 85 ans et plus, c'est là qu'on doit… mais ma question, c'est quelle serait la différence entre suivre la formation que vous proposez et suivre une formation générique sur l'administration du TCC? Ouais, ben moi, je donne beaucoup d'exemples avec des personnes âgées, spécifiques, vu que j'ai de l'expérience clinique. D'accord. Pensez à ça, OK, là, est-ce que vous avez évalué, parce qu'avec les plus jeunes, on ne pense pas évaluer la présence de problèmes de santé physique. Il y a des questions différentes à poser. D'accord. Également, il faut se questionner sur nos propres perceptions vis-à-vis des personnes âgées. Là, je fais référence à l'agisme. Inconsciemment, il y a beaucoup de professionnels de la santé, des psychologues, qui peuvent avoir des croyances négatives vis-à-vis du vieillissement. Donc, si moi, je suis psychologue et je ne suis pas à l'affût de ça, ça risque de teinter mes interventions. L'exemple typique, c'est « Ah, elle n'est pas déprimée, elle est juste âgée. » Elle est découragée. Là. Moi aussi, si j'étais dans ses souliers, elle a 90 ans, elle est en train de perdre la vision. Elle a perdu un de ses enfants avec la pandémie. Donc, ce n'est pas une dépression, elle est juste vieille et plus capable des propos un peu choquants que j'utilise. Mais inconsciemment, il y a des gens qui peuvent penser ça. Puis si moi, je me dis que ce n'est pas une dépression, mais je ne la traiterai pas. Il faut être à l'affût de ça. Alors qu'on sait fort bien que la dépression, ça touche tous les gens, toutes les tranches d'âge. Donc, on peut être déprimé à 90 ans, puis ce n'est pas parce qu'on perd la vision que la dépression, c'est une maladie normale. On doit la traiter comme une dépression chez les plus jeunes. Donc, c'est le genre de choses que j'ajoute dans mes formations pour allumer les intervenants à ce type de problématique-là avec des exemples. On peut également, ce que je fais à l'occasion, c'est, et là je m'étends sur le sujet, là, ça m'intéresse, on peut voir, mais l'arbre de vie, là, tu sais, la personne à 90 ans, ça veut dire qu'elle est née dans les années 30. Est-ce que je fais bien les calculs? Peut-être pas. Il faudrait, je suis pas assez rapide dans le calcul ce matin. Mais, donc, vous voyez, elle a vécu, peu importe dans quelle année qu'elle est née, ce que je veux dire, c'est qu'elle a vécu beaucoup de choses durant sa vie. Puis des fois, ça peut aider de mettre ça sur un genre d'arbre. Okay? En 1933, vous êtes né. À 40, vous avez vécu ça. En 50, vous avez participé à la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça permet de situer dans le temps, OK, est-ce qu'il y avait de l'anxiété à ce moment-là? Non. Quand votre anxiété est apparue pour la première fois? Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec des adultes plus jeunes, mais vu qu'il y a moins long de vie, c'est peut-être moins pertinent. Tandis que là, on remonte très loin en arrière des fois pour mieux comprendre comment tout ça s'est développé au fil des années. Donc, ça, c'est un outil qui peut être spécifique aux personnes âgées. Il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser en TCC. Donc, en bout de ligne, c'est les mêmes stratégies, mais c'est avec des outils un peu différents et des façons d'expliquer différentes, avec des considérations cliniques différentes. Voilà. Merci beaucoup. Encore une autre question dans le chat. Question de la part du professeur Yannick Villeneuve. Dans les professionnels visés par le programme Visage, allez-vous aussi cibler les pharmaciens qui sont fréquemment en contact avec ces patients qui se font prescrire la médication sans autre alternative? Oui, bien, écoutez, je pense que c'est une excellente idée. Là, tantôt, j'ai nommé des gens, des professionnels, médecins, psychologues, infirmières. Oui, les pharmaciens peuvent être visés. D'ailleurs, le pharmacien, je dis souvent, c'est l'expert des médicaments. Et souvent, je recommande à mes clients âgés d'aller voir, de poser la question au pharmacien. Donc, vous avez 10 médicaments, là, vous êtes tout mélangé là-dedans. Est-ce que le fait d'acheter un antidépresseur, donc allez voir votre médecin, votre pharmacien, qui va pouvoir répondre à vos questions. Et le pharmacien est plus accessible que le médecin, habituellement. Donc oui, je trouve que c'est une bonne idée d'inclure les pharmaciens puis des outils à détecter plus facilement la présence de détresse psychologique qui puissent référer. C'est une très bonne idée parce que c'est une porte d'entrée. Beaucoup de personnes âgées font confiance à leurs pharmaciens. Les pharmaciens sont au courant de tout ça. Là, ils voient la série de médicaments, donc sûrement des outils qu'on va pouvoir mettre en place pour mieux les outiller, effectivement. Donc, j'invite le professeur Villeneuve à m'écrire. Ça va me faire plaisir. Là, on est à la recherche de collaborateurs. Ça va partir assez rapidement en 2022, tout ça.
Ça va, et en fait, ça, aussi, je ne l'ai pas dit, c'est qu'on est sur le point également de conclure une entente avec un fondateur, c'est une fondation privée. C'est des fonds privés qui vont soutenir financièrement le programme. J'en dis pas plus aujourd'hui, donc restez à l'affût, ça va sûrement être connu un jour. Avant que ça soit conclu, je ne prépare ne pas trop m'avancer de ce côté-là. C'est une bonne nouvelle et félicitations. Merci. Nous avons encore une question de la part d'Audrey Bergeron. Est-ce que la TCC chez les aînés souffrant de troubles cognitifs est aussi efficace que chez les aînés n'ayant pas de troubles cognitifs? Est-ce que l'intervenant doit être formé d'une manière différente si le patient souffre d'un trouble cognitif? Très bonne question. En fait, la majorité, et c'est un lien avec la réponse de tantôt, c'est que la majorité des études qui ont démontré l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale auprès des personnes âgées anxieuses ont sélectionné des personnes âgées anxieuses en bonne santé. Donc, il y a très peu d'études, de plus en plus, heureusement, ciblant les personnes âgées anxieuses présentant des troubles cognitifs. Donc, on en connaît beaucoup moins de ce côté-là, mais ce que les études démontrent, c'est que oui, c'est efficace, surtout en début de maladie, lorsque la personne âgée peut toujours remettre en question ses pensées, lorsqu'il y a toujours une capacité d'introspection chez la personne âgée. C'est plus facile de mettre en place des stratégies thérapeutiques. Et souvent, ce qui est préférable, c'est d'inclure dans l'intervention le proche aidant ou les proches aidants. Parce que je disais tantôt que l'anxiété chez les personnes âgées souffrant de maladie d'Alzheimer, c'est surtout présent au début et ça finit par s'estomper avec le passage du temps parce que la personne, donc la maladie d'Alzheimer s'aggrave et la personne finit par avoir beaucoup moins d'introspection. Par contre, chez le proche aidant, c'est le processus inverse. Donc, c'est son anxiété qui augmente pendant ce temps-là, au fur et à mesure que la maladie avance. Donc, on doit intervenir chez les deux. Moi, j'appelle ça des diades. Donc, on doit intervenir en diade pour augmenter l'efficacité de l'intervention. Mais ça, c'est la réponse longue. La réponse courte, oui, c'est efficace. Je l'ai déjà fait dans un projet de recherche. On est en train d'analyser les données, mais les gens ont vraiment apprécié l'intervention. Le gros défi, c'est de trouver des places qui offrent ce genre d'intervention-là. Puis c'est le but du programme Visage. Un des objectifs, c'est de rendre tout ça accessible sur le terrain via des organismes communautaires, des établissements de la santé. L'idée, c'est de permettre au plus grand nombre d'aînés possible de prochainement d'avoir accès à ces interventions-là qui sont basées sur les données de provenance. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si c'est bien compris, il semble, on fait une autre question concernant le programme Visage. Comment est-il possible d'accéder? Donc, pour les personnes intéressées, est-il possible de l'utiliser aujourd'hui? Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est en développement. Là, on est en attente d'un soutien financier qui va permettre de lancer tout ça en 2022. Donc, j'ai déjà engagé une chef de programme, une coordinatrice de projet, Nathalie Dumont, qui est avec nous aujourd'hui, qui m'aide beaucoup à mettre tout ça sur pied présentement, à faire le budget. Mais c'est quelque chose donc, ça va être lancé officiellement bientôt. Donc, vous allez en entendre parler. Puis on va pouvoir, on prévoit aussi mettre sur pied un site web. Donc, il y a beaucoup d'outils qui s'en viennent. Donc, je vous dirais de rester à l'affût. C'est quelque chose qui est sur le point d'être lancé bientôt. Un programme qui est sur le point d'être lancé. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ici, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, nous vous rappelons que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CRUGM et vous pouvez trouver dans le chat les liens ainsi que le lien pour les prochaines conférences. Donc, merci encore une fois, Dr. Grenier, pour cette présentation magnifique d'aujourd'hui. Merci à vous, merci à tout le monde. Bon après-midi.
Cela conclut notre conférence d'aujourd'hui et nous remercions à toutes et à tous d'avoir assisté. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir, bonne journée.